Fallait que je change et j'ai changé pratiquement toute ma vie à partir de ce moment-là. J'ai commencé mes premiers pas de danse à l'âge de 2 ans. Dès l'âge de 9 ans, je faisais mes premiers championnats du monde. Pourquoi on me harcèle pour quelque chose qui est si naturel pour moi? Ce que j'ai toujours été capable de garder, c'est mon intuition. Pourquoi je subis tant de trucs, ça veut dire que c'est pas normal. Les gens, ils veulent ta peau, quoi. Ils veulent ta position, quitte à te voler tes partenaires de danse. La société voit la danse comme quelque chose de très féminin ou homosexuel. Que les mecs puissent affirmer vraiment leur côté tous féminin. Les gens ont peur de défendre leur position. Ta plus grande peur dans la société actuelle? Danser, c'est pas danser parfaitement, c'est juste s'amuser et voilà, se mettre en action, quoi. Salut à tous et bienvenue dans Sous les apparences. Aujourd'hui, on va mettre en lumière le parcours de notre invité. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et en faisant ça, nous, on s'engage à vous proposer du contenu d'encore meilleure qualité. Aujourd'hui, on accueille un danseur, conférencier, DJ, coach en développement personnel, ancien opérateur du 911. Et la liste est encore longue. Et derrière son image de danseur de Danse avec les stars, son parcours est bien plus complexe et profond qu'il n'y paraît. Alors, il a été passionné de danse depuis l'enfance. Il a atteint très jeune un niveau international, mais le succès vient avec son lot de pression, de sacrifices et d'injustices, harcèlement, décisions radicales, reconversion assez surprenante. Christian a toujours su rebondir et tracer sa propre route, tout en refusant toujours d'être mis dans des cases. Aujourd'hui, il met son histoire au service des autres. Il sensibilise sur la santé mentale, le harcèlement et la résilience, notamment à travers son programme Danse avec ta vie. Et on y reviendra bien sûr avec grand plaisir. Mais alors, qui est vraiment Christian Millette derrière les apparences? Comment a-t-il dépassé les obstacles pour se réinventer encore et encore? Christian, quelle est la phase de ta vie qui t'a le plus transformé pour t'amener à qui tu es aujourd'hui? Très bonne question, ça. En fait, j'ai eu beaucoup de phases. Moi, on me dit que je suis comme un chat, j'ai plusieurs vies. Donc, je pense que la première fois que j'ai eu cette transformation-là, c'est quand j'avais 15 ans, parce que je me suis dit, si je continue sur cette route-là, je savais que ça allait se terminer un jour. Mais sans vous, parce que je suis pas nécessairement quelqu'un de défaitiste, je me suis dit, je vais quand même me donner toutes les clés possibles pour pouvoir réussir. Et c'est là que j'ai commencé à faire ma première transformation, on va dire, à l'âge de 15 ans. Et après, où est-ce que j'ai eu vraiment, vraiment une grosse dépression, c'est plus vers l'âge de 23 ans, je vais dire que là, ça a été... fallait que je change et j'ai changé pratiquement toute ma vie à partir de ce moment-là. Et même de changer de pays, finalement. Ouais, ça, c'est vrai qu'on en parler. Ouais, mais ça a vraiment été une transformation pour plusieurs années. Ouais, je pense que j'ai appris que la transformation, pour moi, c'était nécessaire à tout moment. Donc, je suis encore en train de muer d'une certaine façon. Je suis toujours en train de m'améliorer et c'est pour ça que je suis toujours en train de me repositionner sur est-ce que ce que je fais en ce moment, c'est encore en lien avec ce que j'ai envie d'être. Et donc, c'est pour ça que j'ai des nouveaux projets, c'est pour ça que j'ai des nouveaux métiers qui s'ajoutent et que finalement, au fur et à mesure, je peux juxtaposer ou je peux faire ensemble. Donc voilà, c'est un peu ça. Ma transformation, elle est toujours en cours. Bon, on y reviendra, mais alors du coup, très jeune, tu as commencé donc la danse à partir de 4 ans. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que finalement, tu as été mis face à une pression en fait, directe. J'ai commencé mes premiers pas de danse à l'âge de 2 ans. Mes parents ils étaient mes professeurs de danse et ils me faisaient pas toujours garder. Étant donné que j'avais le rythme sans vouloir m'amener nulle part, hein, ils m'ont juste appris quelques pas. Et au fur et à mesure, ils m'ont trouvé une petite partenaire qui avait à peu près mon âge. Et donc, j'ai commencé à faire les spectacles de l'école de danse. Et puis, mes parents étaient déjà dans le milieu de la compétition. Donc tant qu'à m'amener dans les compétitions et devoir me faire garder, etc., ils m'ont dit, on va le faire participer comme ça. Tu vois, c'était tout en lien. C'était pas en lien de me dire, de dire, on va lui mettre la pression. Mais c'est vrai que j'ai une carrière très rapide. Je pense que ça a aussi surpris mes parents. Dès l'âge de 9 ans, je faisais mes premiers championnats du monde. Donc, ça a été très rapidement. Donc, c'est vrai qu'on me dit, ça t'a toujours été passionné. Non, parce que je savais pas c'est quoi être passionné à ce moment-là. Pour moi, c'était je marche, je danse, je mange, ça c'était tout pareil. Je suis né avec ça et c'est plus tard en fait que je me suis dit mais attends, mais pourquoi on me harcèle pour quelque chose qui est si naturel pour moi?
Pourquoi je subis tant de trucs? Ça veut dire que c'est pas normal. Et c'est là, à un moment donné, que j'ai commencé à me rebeller et à me questionner sur mes vraies envies. Et puis tu nous disais comme quoi finalement entre tes parents qui avaient donc une école de danse et comme quoi l'environnement était omniprésent, qu'au début c'était pas forcément un choix du coup de ta part. Tu l'avais pas, je crois, tu vas nous dire, hein, mais forcément mal vécu, mais c'était finalement un peu de base un ultimatum entre guillemets, dans le sens où tu l'as fait parce que l'environnement était lié, quoi. Parce que l'environnement était là. Je suis né dans une école de danse. Je savais que j'aimais la danse. Ce que je me suis rendu compte plus tard, c'est que j'aimais pas la compétition. Mais ça m'a pris du temps parce que moi, je liais les deux ensemble. Et qu'est-ce que t'aimais pas dans la compétition? En fait, je suis pas du tout compétitif. Moi, c'est très drôle parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit il y a pas très longtemps, il dit c'est quand même surprenant en fait que elle, c'était par rapport au signe astrologique. Quelqu'un de balance, en fait, c'est toujours entre deux décisions. Donc, il dit c'est quand même surprenant que tu aies eu autant de réussite en tant que quelqu'un qui est toujours indécis, parce que je suis vraiment toujours indécis. Mais c'est vrai que je laissais un peu ma carrière de compétition dans les mains de mes parents qui prenaient la plupart des décisions pour moi. Et ça m'allait, parce que justement, ça me donnait une direction, ça me donnait aussi une assurance par rapport à ce que j'aimais faire, qui était la danse. Et c'est vraiment plus tard, en fait, que je me suis rendu compte, j'ai dit, mais pourquoi je déteste tant ça? Et c'est quand j'ai arrêté, je me suis dit, en fait, je pense que c'est vraiment la compétition que j'aime pas. Et je suis pas quelqu'un de compétitif. Je suis compétitif d'une certaine façon, mais plus envers moi-même. Je suis pas là pour aller battre qui que ce soit ou. T'es pas dans la rivalité. Je suis pas dans la rivalité. Okay. Et ouais, je me suis rendu compte parce qu'il y a eu quand même beaucoup de. Moi, je vais comparer ça à de la violence, hein, même si c'est pas de la violence, mais de la violence psychologique. Hein. Moi, ça a été très pénible, ce côté compétitif, où est-ce que les gens, ils veulent ta peau, quoi. Ils veulent ta position. Donc, ils vont faire tout pour te la prendre. Quitte à te voler tes partenaires de danse, quitte à te menacer, quitte à essayer de te faire empêcher de danser dans ton propre pays. J'ai tout vécu, donc je sais très bien que ce milieu compétitif, c'est pour ça, j'adore les Olympiques, je suis fan de sport, mais je sais que derrière tout ça, malheureusement, il y a des gens qui sont mal intentionnés et souvent, c'est des gens qui ne sont même pas sportifs. C'est des gens qui sont là, c'est soit des parents, soit des gens qui ont un intérêt quelconque ou qui cherchent un intérêt ou qui sont peut-être frustrés de ne pas avoir fait ça quand ils étaient jeunes. Mais du coup, en fait, il y a une grosse frustration dans les associations, puis ça, c'est mondial, hein, dans toutes les associations. C'est des gens qui ont peut-être pas réussi leur carrière de sport et qui finalement, ils se vengent un peu. Je généralise, hein, c'est pas toujours comme ça, mais tous les mauvaises histoires qu'on a dans le sport, c'est toujours des gens qui essaient de se venger, mais ils se vengent sur ceux qui sont présents au moment présent. Et Et concrètement, comment ça se matérialisait? Qu'est-ce qu'on te disait? Qu'est-ce qu'on te faisait? Pour que tu vives justement ce harcèlement? Là, ce qui était particulier dans mon cas, c'est que mes parents, ils étaient déjà très impliqués. Mon père était président de l'association professionnelle. Moi, j'étais amateur. Et c'est vrai que quand mon père, alors c'est pas mon père en particulier, hein, mais il prenait des décisions, ceux qui étaient contre la décision, du coup, se vengeaient sur moi sur des résultats. Donc, je suis déjà arrivé... c'est des sports jugés. Je suis déjà arrivé deuxième en étant seul, par exemple. Alors que je venais de faire le championnat du monde en Angleterre à cette époque-là. C'était un de mes premiers championnats du monde. Je fais la finale mondiale et j'arrive chez moi et j'arrive deuxième. Mais c'était juste une vengeance de dire pourquoi tu l'as envoyé là-bas? Qu'est-ce que tu fais à vouloir changer la normalité? Des enfants de ce niveau-là, ça n'a pas à avoir ce niveau-là. C'était très une mentalité un peu ancienne et un peu prude aussi. Un garçon et une fille de 9 ans, en fait, ça danse pas ensemble à ce point-là. C'était ça peut pas faire il y avait tout un côté un peu on peut pas danser la rumba parce que la rumba c'est défini comme la danse de l'amour, tu vois, mais il y avait plein de trucs qui étaient ils se tiennent la main, ils dansent, je veux dire c'est pas c'est des préjugés, des fausses croyances, quoi. Et ça a duré combien de temps? Ça a duré toute ma carrière parce que j'étais le premier. Du coup, ils ont dû faire des règles particulières par rapport à moi. Et étant donné qu'on allait à l'extérieur du pays, on voyait ce qui se passait en Europe, on voyait ce qui se passait un peu partout.
ça existe. Donc, faisons comme eux. Et c'est comme ça, en fait. Mais il a fallu que je subisse beaucoup de pression et même on m'empêchait de danser plusieurs fois. Et c'était la passion vraiment du coup qui te faisait garder la tête haute par rapport à la danse ou du coup c'était autre chose? Quand j'étais à 9-10 ans, c'était peut-être plus mes parents qui me disaient faut que tu continues. Tu continues, t'es là-dedans. Il y avait beaucoup d'investissements aussi. Mes parents, ils devaient investir des dizaines de milliers pour avoir ces carrières-là. Donc, en même temps, tu as cette pression, mais c'est très bizarre. C'est deux tracks différents parce que mes parents ne m'ont jamais mis la pression. Mais c'est vrai que étant donné qu'ils faisaient partie déjà de ce milieu-là, pour eux, ils voyaient pas nécessairement le mal que ça pouvait me faire. Mais très jeune, j'ai dû me défendre dans des associations nationales parce que mes parents, étant donné qu'ils étaient impliqués dans d'autres associations, ils pouvaient pas venir me défendre. Normalement, tu as un parent qui est là pour te défendre. Et ça, tu t'en rendais compte à cet âge-là? Ah oui. Ouais. J'ai dû me défendre très, très jeune. Et donc, du coup, j'étais toujours un peu en crise d'identité parce qu'en fait, je me faisais gueuler dessus par des adultes qui avaient une quarantaine, cinquantaine d'années, en fait, qui défendent leur position et puis ils pensent que le petit de 15 ans, en fait, il va venir bouger peut-être leur titre ou je sais pas, il faudrait leur demander à cette époque-là pourquoi ils avaient autant de... C'est limite plus un manque de maturité chez eux alors que tu t'adresses à un enfant, c'est fou quand même. Et donc, j'ai dit un jour, je raconterai toute l'histoire en détail, mais pour l'instant, j'essaie d'être plus en paix aussi avec ça et c'est pour ça aussi que j'ai quitté le Canada, pour le coup. Trop de politique et quand j'ai fait ma carrière professionnelle, j'ai représenté la Bulgarie puisque je danse avec Denica Ikonomova depuis plus de 20 ans maintenant. Et quand on a commencé notre carrière de compétition amateur, ça devenait de pire en pire, en fait. Ouais. Et donc, du coup, on a eu cette opportunité d'aller représenter son pays où est-ce qu'elle de naissance. Et donc, j'ai fait toute ma carrière de professionnel en Bulgarie. C'est fou. Et tes parents, ils l'ont pris comment? Enfin, ils l'ont pris comment? Dans le sens où, du coup, ça a été peut-être un choc pour eux ou pas forcément? Non. Je pense que c'était la meilleure option, en fait, qui était... parce que là, ils voyaient dans quel état ça me mettait. Et puis après ça, j'étais libre. J'avais pu... en fait, je me faisais juger par rapport à... Il y a personne qui me connaissait en Bulgarie. Ouais. Donc, et après ça me donnait aussi une crédibilité au niveau mondial. Où est-ce que... non, il est plus connecté avec son père. Tu vois, il y avait tout un truc... Et puis, j'ai dit à ce moment-là, je ne redanserai plus jamais au Canada. Et puis, je n'ai plus jamais redansé au Canada. Okay. Et là, t'avais quel âge quand t'as quitté le Canada? J'habitais encore au Canada, mais quand j'ai commencé à représenter la Bulgarie, je devais avoir 26 ans, à peu près. Okay. Donc, après cette période de dépression dont tu as parlé à 23 ans, et cette période de dépression... Ça fait partie de la démarche de transformation, Ça m'a libéré énormément. Et à ce moment-là, en fait, j'ai commencé à faire d'autres projets, de faire aussi des projets pour moi. C'est là que j'ai commencé à faire de la télévision, où est-ce que j'ai fait So You Think You Can Dance à l'âge de 29 ans. Et en fait, j'ai commencé à faire des choses aussi pour moi. Et c'est là aussi que j'ai dû... sans confrontation, mais aller à l'encontre des décisions que, par exemple, mes parents avaient pour moi, tu vois. Ils disaient, OK, ça va être la prochaine étape. Et là, j'ai fait, non, ça, c'est plus les étapes pour moi maintenant. Je veux faire autre chose. Si je peux faire les deux, tant mieux, mais je veux faire autre chose. Et dans le podcast de Claire, justement, Trouver sa place, il y a une phrase que tu dis avant de vouloir mourir, donne-toi toutes les chances possibles de pouvoir réussir. Qu'est-ce que tu voulais dire? Est-ce que c'était lié à cette période-là? Ouais, c'est lié à toutes les périodes à partir de 15 ans jusqu'à l'âge de 28, 29 ans, où est-ce que j'ai vraiment eu des grosses phases, mais je me suis dit... parce qu'à un moment donné, c'est comme si inconsciemment, je savais qu'à un moment donné, ça allait se terminer. Parce que c'était trop lourd pour moi. Mais en fait, je me suis dit, tant qu'à subir, aussi bien à travers ça, vivre le maximum que je peux. De faire tout ce que j'ai envie de faire, de pouvoir dépasser mes limites. Et puis à la fin, si c'est encore autant de souffrance, je terminerai avec ça, tu vois. C'était pas grave, mais du coup, ça m'a permis de me battre, de combattre, de faire des voyages extraordinaires, de faire des passions, en fait, que j'aurais jamais fait sinon. Et c'est là que des fois, on reste un peu trop dans notre bulle et en fait, on devrait se faire plaisir plus
Ouais. finalement, même si on est ça veut pas dire que parce qu'on se fait plaisir, on sera plus en souffrance, mais au moins on se fait plaisir. Et au moins, on se donne un peu de bonheur. Et après ça, on peut se tirer vers le haut avec peu importe, ses activités, ses rencontres. Et en parlant de rencontres, donc ces déclics-là, est-ce que tu les as eu tout seul ou alors est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont aidé à avoir ces déclics? Ben, au début, c'est moi je me suis dit, j'ai été mon propre psychologue pendant un bon nombre d'années. Et étant donné que j'avais fait tout ce trajet psychologique par moi-même, quand j'ai vu des psychologues, en fait, pour moi, ils faisaient exactement la même chose que je faisais à la maison. Et même re-questionner des trucs où est-ce que j'avais pas besoin d'être questionné. En fait, c'est des trucs que j'avais déjà analysés pendant Ouais. les 10 dernières années. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est pas le bon truc pour moi. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des gens qui avaient des dons, ou qui sont plus à l'énergie, etc. Et qui, là, ils sont allés dans une autre sphère et qui m'ont vraiment aidé pour le coup. Mais pour moi, justement, le psychologue en tant que tel du métier, moi, je le pense plus vraiment d'un point de vue. Alors, c'est pour ça que des fois, ça peut aider et pas aider. Dans le sens où, pour moi, c'est vraiment juste quand finalement, tu as un espèce de brouillard mental omniprésent où ça va pas, etc. C'est juste si tu apportes le regard extérieur sur la situation. Et étant donné que tu connais pas le psychologue, bah, c'est ce qui t'aide vraiment. Parce que, par exemple, du coup, un ami pourrait pas forcément faire parce que bah, y a une attache déjà particulière ou parce que tu as envie de dire tout va bien, etc. Alors que pas tant que ça. Mais moi, Donc, j'en vois après, constamment en plus en fait, là, j'ai une psy qui est plus coach, on va dire, qui est les deux. Et donc, on est plus en mode conversation. Parce que, tu sais, le psychologue, comme on le connaît, en fait, il est là, il ne parle pas, il pose une question pour te faire parler. Mais il y a d'autres sortes de psychologues aussi qui sont là pour justement te faire sortir des idées et d'avoir une conversation avec toi, justement, pour te faire réaliser des choses. Et à ce moment-là, ça, c'est hyper intéressant parce que là, ça devient plus, je dis comme un coach sportif, tu as besoin des fois de te faire dire c'est quoi les exercices et comment les faire et comment on peut t'aider. Et ou peut-être même si tu sais exactement comment t'entraîner, c'est bien de se faire dire, ben, peut-être que tu pourrais faire ça aussi. Et maintenant que tu as toute cette structure-là, peut-être que tu pourrais avoir cet exercice. Ben, pour moi, le psy, c'est la même chose. Ouais. En fait, il faut pas avoir peur. Ils sont pas là pour... Ils sont pas là pour jouer contre nous. Au contraire, ils sont là pour nous faire réaliser des choses et qui peuvent nous faire avancer. Ouais, Moi, j'ai eu la même chose récemment avec une psychologue pareil, où moi, je lui ai dit, mais vous avez des conseils par rapport au sujet dont on parle? Elle me dit, moi, c'est pas mon rôle. Et justement, je connaissais pas ce principe de psy-coach qui est hyper intéressant. Et c'est important de le mettre en parce avant. qu'en fait, elle va... Je ne donnerai pas son nom parce que tout le monde va vouloir y aller. Tu te la gardes pour toi. Mais c'est vraiment, en fait, elle me met pas des idées dans la tête. Elle va me poser une question, du coup, je vais réagir je vais parler de la question. Et dans cette question-là, à un moment, elle va me reposer un truc où elle va me dire, mais tu sais que ça peut. Et après ça me fait questionner sur un projet, sur un état d'esprit. Te faire explorer finalement des zones d'ombre, en fait, qu'elle t'aurait jamais. Puis tu sais, des fois, j'y vais, en fait, et je sais même pas pourquoi j'y vais. En fait, je dis, bon, tout va bien, en fait. Ouais. Mais des fois, le tout va bien, en fait, c'est pas juste pour aller chercher des problèmes, c'est plus pour te dire, est-ce que tu peux en faire plus? Est-ce que tu peux améliorer certaines choses? Et en fait, au fur et à mesure, tu te dis, ah, mais c'est vrai qu'il y a ça, en fait, j'ai pas pensé, et ça m'agace, ou est-ce que je pourrais régler cette inquiétude-là, ou avancer un projet, donc ça l'ouvre à la créativité aussi. Et je pense que là, tu touches vraiment le nerf de la guerre, je pense même de la santé mentale, c'est que quand, par exemple, tout va mal, on dit, bon, il y aura toujours une zone et je le pense sincèrement, hein, mais de lumière pour que tu ailles mieux, etc. Et justement, ce que les gens se disent tout le temps pour ne pas aller voir de psy, c'est, bah, du coup, je vais toujours bien. Sauf que finalement, ça va pas vraiment toujours bien. Et donc, tu as toujours finalement une petite fenêtre de quelque chose à régler. Et je trouve, c'est ce qui crée un peu la friction entre le fait de tout va bien, tout va mal, et de pourquoi je devrais ou pas aller voir un psychologue. Alors qu'en fait, tu vois. Mais même, je pense que c'est important d'y aller quand tout va bien. Parce que, je veux dire, quand tout va bien, tu es en contrôle de tes émotions, tu peux prendre du recul sur la situation, tu peux faire des tests, tu peux faire En fait, il y a pas de problématique apparente. Donc, si tu peux aller creuser à des endroits que tu n'avais pas pensé, par exemple. Parce que quand ça va mal, ben, tu es en mode détresse, tu es en mode survie. Et en mode survie, ben, en fait, il y a pas grand-chose à faire. En fait, tu fais juste sauver ta peau. Donc, comme je dis tout le temps, en fait, t'essaies pas de rebâtir ta maison quand l'ouragan est encore là. Et donc, du coup, c'est pas quand ça va mal, en fait, que c'est le moment de bâtir. Faut que les choses s'apaisent. Et après ça, ben, tu commences à
à rebâtir. Mais c'est pour ça que c'est important aussi de parler et de discuter, ou en tout cas de consulter quand ça va bien. Comme ça, ben en fait, tu peux juste, on a perdu un truc ici, en fait, on va essayer de le remettre, et c'est bon pour toutes les relations, hein, c'est même les relations de couple ou quoi que ce soit. Ouais. Et pour revenir du coup justement à la danse sportive, et pas que justement, c'est pas que lié à la danse, mais tu me parlais beaucoup donc des tabous masculinité par rapport que ce soit à la danse, enfin notamment pour toi. Ouais. Comme quoi du coup voilà, il y avait toujours ce côté pour les hommes hyper masculin, pour les filles il fallait qu'elles soient hyper féminines. Qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu sur justement ce tabou qui t'agace aujourd'hui, même sur toi par rapport à ton histoire? Ben, c'est ça. C'était surtout très contradictoire parce que par rapport à la danse, la société voit la danse comme quelque chose de très féminin ou homosexuel. Mais dans le milieu de la danse sportive, ou en tout cas de la danse en couple, c'est tout le contraire. C'est vraiment le garçon est très masculin, la femme elle est très féminine, et même s'il y a d'autres exemples, et ça, à un moment donné, ça a quand même un peu changé. Je veux dire, c'est quand même beaucoup plus ouvert, mais ça reste que il y a certains coachs qui sont même très misogynes, même un peu. Et il y a un contexte très masculin-féminin qui était un peu dérangeant parce que je me faisais traiter d'homosexuel à l'extérieur, et en même temps, à l'intérieur, en fait, on me disait, mais faut que tu sois un peu plus, faut que tu sois plus mâle, faut que tu embrasses faut que tu sortes même avec elle. Tu vois, c'était toujours des trucs où est-ce que si t'es pas en couple avec ta partenaire, en fait, tu peux pas avoir la vraie relation. Et bien, je fais, mais c'est dingue, en fait, ce qu'on se fait dire. Et ça a dû te briser un peu psychologiquement, ça, enfin, ce genre de paroles, c'est hyper dur. Ouais, après, c'était de choisir les bons coachs. À un moment donné, au fur et à mesure, en fait, on choisissait des coachs avec qui on était vraiment confortable et auxquels on n'avait plus cette perception-là, en fait, Et c'était plus par rapport à ta personnalité. En fait, c'est pour ça que, tu sais, bon, il y a beaucoup, beaucoup de coachs, mais tu sais, je regardais encore des clips, par exemple, même dans des pays que la culture, elle est très masculin-féminin. C'est chaud, hein? Ouais. C'est chaud ce que je vois comme image. Et ils sont très forts en danse. Donc, nécessairement, en fait, c'est pas c'est pas la culture que tu juges. Donc, mais il y a par exemple, il y a des garçons, en fait, qui ne regardent jamais leur partenaire de danse. Ils sont là, bam, bam, bam. Et là, tu te dis, mais tu sais qu'il y a quelqu'un là. Tu l'as vu, la fille, elle est objet de sa danse à lui. Okay. Et c'est très masculin, donc du coup, très mâle alpha, quoi. Ouais. Et c'est très particulier parce que les gens, ils croient que c'est très féminin et très maniéré, alors que c'est pas tout à fait ce qu'on a, en tout cas, dans la culture de la danse sportive. Et toi, tu jouais le jeu à fond? Ou alors, est-ce que tu le faisais un peu à ta manière? Je faisais un peu à ma manière parce que j'étais pas non plus... Alors, j'étais pas très efféminé, j'ai jamais été très efféminé, mais c'est vrai que j'étais pas non plus hyper masculin. Je veux dire, je sortais pas avec ma partenaire, donc des fois, ça buguait des gens, en fait, de dire mais comment ça se fait que vous sortez pas ensemble? C'est une belle fille. Mais lâche ma vie privée. Mais tellement, mais waouh. Mais lâche ma vie privée tranquille. Vraiment. Lâche ma vie Là, t'es en train de me donner un cours de danse. Je te paye pour me donner un cours de danse. Donne-moi un cours de danse. Ouais. Si je te payerais pour être mon psy, ça serait autre chose. Tu vois? Et c'est là que j'avais une problématique par rapport à tout ça. Et puis je pense que c'est une question aussi même d'un point de vue très général, en dehors même de la danse, le côté d'avoir une attitude féminine ou de mettre en avant sa féminité dans la vie de tous les jours, etc. C'est un problème notamment pour les hommes qui ont du mal qui finalement vont directement stigmatiser la personne en disant qu'il est homosexuel ou que c'est pas normal, etc. Comme si la personne avait entre guillemets peur que si cette personne-là en question avait des gestes aussi féminins, qu'on l'insulte d'homosexuel. En fait, c'est comme s'il y avait un peu une peur illégitime, enfin très bizarre. Juste la peur d'être soi-même, mais parce que je pense aussi que ceux qui sont comme ça, ils ont été aussi brimés éduqués de toute l'éducation émotionnelle, et en fait, ils se disent attends, moi, si j'ai pas eu ça, inconsciemment, hein, je pense, si j'ai pas eu ça, tu vas pas l'avoir non plus. En fait, c'est vraiment un truc où est-ce que ça, c'est un homme. Un homme, ça n'a pas d'émotion, ça a des relations comme ça. Et puis, il y en a je pense que pour beaucoup de mâles ou d'hommes, en fait, je pense que c'est un peu ça. Là,
je pense que ça s'ouvre beaucoup plus avec les nouvelles générations et tout ça. Je pense que c'est plus lisse aujourd'hui, mais ou plus extrême. Je pense que ça va dans un peu tous les sens. Mais en fait, en tout cas, on a plus d'ouverture et c'est moins socialement. On est moins socialement mis dans une case, en tout cas. Ouais. Et d'ailleurs, on le remarque ça quand on a une discussion avec un homme, où en fait, nous, on va s'ouvrir. Et la personne va s'ouvrir beaucoup plus facilement parce qu'on va être plus vulnérable et elle va se dire, ah, mais la personne s'ouvre, ah, ben moi je vais m'ouvrir. Et c'est aussi pour ça qu'on a aussi lancé ce podcast pour ouvrir la parole sur ces sujets et que tu sois un homme, une femme, que tu sois jeune ou plus âgé, en fait, n'aie pas peur d'être vulnérable, n'aie pas peur de t'ouvrir parce que ça c'est hyper important pour justement nous amener à qui on est en fait surtout. Et ça c'est un sujet que tu portes beaucoup aujourd'hui sur si tu fais plein de choses aujourd'hui, c'est aussi parce que t'es plein de choses à la fois, parce que t'es balance et et je pense que t'as ça en toi et testé plein de choses et ça c'est important de vivre pour ça en fait. Et ça tu le prônes beaucoup. Ouais, puis c'est pour ça que même on m'a dit, justement, tu parles de faire beaucoup de choses. On m'a dit un peu, quand je suis arrivé en France, concentre-toi sur la danse, tu vois. Mais moi, je me suis jamais juste concentré sur la danse. Et donc, du coup, au début, je l'ai mal pris et je me suis dit, attends, il faut vraiment que je fasse des bons choix parce que ça veut dire qu'en étant en France, je peux pas faire autre chose. Et au fur et à mesure de ma carrière, je me suis rendu compte que, ben non, en fait, il y a de la possibilité. Faut juste que tu l'amènes doucement et après ça, les gens, ils vont comprendre, en fait, que ça fait aussi partie de ta personnalité. Et, donc, c'est pour ça que j'aime pas trop les cases. C'est vrai que je pense que c'est culturel en France qu'on va mettre beaucoup dans les cases. Mais en vrai, les gens sont ouverts aussi. En fait, je vois vraiment les deux côtés où est-ce que les gens, ils me mettent pas des bâtons dans les roues, finalement. En fait, c'est juste la façon que ça doit être amené et je pense qu'il y a une façon, il y a juste une façon de faire qui doit se faire tranquillement et qu'on puisse, après ça, faire un peu de tout. Après, bon, j'ai la chance d'être Canadien, donc tout le monde dit oui, mais toi, t'es Canadien, donc ça passe, tu vois. Mais j'essaie quand même de montrer que c'est possible de faire ce que tu as envie de faire ta passion. Et c'est possible aussi de se tromper, de dire ben, c'était bien avant, mais là, finalement, je pense que c'est plus ça que je veux faire. En fait, c'est pas parce qu'on a pris une décision quand on avait 20, 25 ans, en fait, d'un métier, par exemple, que à 45 ou même à 50 ans, là, je suis pas rendu là, mais on va se tromper. On va se tromper puis on va se dire, en fait, je veux pas finir mes jours, en fait, en faisant que ça. Et c'est possible de faire des changements, de suivre une autre formation, en parallèle de faire autre chose, une autre passion en fait qui va nous parce que oui, on peut pas toujours lâcher nos boulots, mais il y a toujours moyen en fait d'améliorer notre état de vie et notre état de santé mentale surtout. Ouais, vraiment. Et là, tu parlais de la mentalité française aussi. Dans un podcast, tu disais comme quoi tu t'étais aussi fait harceler en France, pas qu'au Canada. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais. Bon, je nommerai pas de nom, mais parce que c'est quand je suis arrivé dans le milieu de la télévision et c'est pas l'émission en tant que telle, parce que je me suis pas fait harceler par l'émission en tant que telle, mais il y avait des gens qui étaient mal intentionnés là-dedans et qui voulaient pas que je réussisse, qu'un Canadien vienne réussir en France. Donc je pense que j'ai bougé beaucoup de choses et aussi, j'ai bougé beaucoup de choses sur les droits des danseurs parce que au Canada, on protège beaucoup les artistes. Et je me rends compte aussi qu'avec toute la structure de l'intermittence du spectacle, des fois, les gens ont peur de défendre leur position. Et donc, du coup, ben, étant donné qu'on était des danseurs de compétition, quand on est arrivé sur l'émission, en fait, il y avait des choses qui ne faisaient pas de sens pour moi. Et j'ai essayé de défendre un peu. Ben, ça m'a coûté cher. Ah oui? Ça m'a coûté cher sur ça. Okay. Et donc, du coup, ben, ouais, j'étais harcelé aussi par rapport à des décisions que j'ai essayé. C'est même pas des choses, pour moi, qui étaient des choses qui étaient normales. Et c'était même pas pour contre personne, en fait. J'ai toujours. Je pensais juste que c'était juste bien que ça soit mis en place. Ouais. Et les gens ont vu une attaque. Certaines personnes ont vu des attaques là-dedans. Dans les programmes en tant que tels ou vraiment de manière... Dans beaucoup, parce que là, j'essaie de généraliser. Oui, bien sûr, ouais. Mais ça a été même dans des collègues de travail ou des gens qui étaient dans des bureaux. Des fois, c'est des gens qui sont pas très connectés, en fait, à ce que tu fais en ce moment, mais
mais qui voient peut-être un danger ou de toute façon, dès qu'il y a une source de changement, en fait, ça brasse, ça fait brasser des idées et les gens ont peur du changement. Donc voilà, c'est pas... à un moment donné, j'ai commencé parce que j'ai plus réalisé que je me mettais peut-être aussi dans une position sans me mettre dans une position de victime, mais je me disais toujours, putain, mais comment ça se fait que je suis victime encore d'un truc? Et c'est quand j'ai commencé à arrêter de me victimiser aussi sur certaines problématiques et d'arrêter de voir que ça, c'est un problème, que maintenant je vais directement au but et à une façon de dire les choses que les gens, finalement, ils peuvent accepter. Mais le changement, il faut que ça prenne du temps. Ouais. Malheureusement, des fois, tu veux dire des choses très rapidement et en fait, il faut que tu les amènes dans une direction qui va les faire éventuellement changer. Et c'est ça que j'ai beaucoup amélioré aussi. Que c'est pas toutes les choses qui se disent de la même façon à tout le monde. Ouais. Et ouais. Et le fait que tu deviennes du coup populaire, notamment via l'émission Danse avec les stars, ça t'a aidé justement à peut-être plus transparaître ces messages? Je me doute peut-être que oui, mais enfin, les messages justement d'inclusion ou enfin, justement qu'il y ait moins de pression, etc. Enfin... Ben, en fait, c'est quand j'ai pu parler du harcèlement scolaire que j'avais vécu sur l'émission Danse avec les stars, ça m'a ouvert beaucoup. Quand je me suis rendu compte que le programme me laissait venir au Canada pour venir rencontrer ma famille, mon milieu, et me laissait toute la chance de parler du harcèlement scolaire, parce que c'était pas nécessairement un sujet que je voulais parler, mais la journaliste avec qui que je travaillais m'a dit, je pense vraiment que c'est ce que les gens ont envie d'entendre. Et à ce moment-là, en fait, j'ai vu l'impact que ça allait avoir sur le public, et c'est là que j'ai dit, ah oui, donc je peux avoir un impact positif, un impact positif sur les gens et ouais, je peux peut-être partager toute la trajectoire que j'ai passée, toute la psychologie que je me suis infligée d'une certaine façon. Ben peut-être que je peux partager une certaine partie de mon bagage. Et c'est là que j'ai commencé à faire des conférences sur le harcèlement scolaire, que j'ai commencé à aider aussi à peu près tous les niveaux. Là, je fais beaucoup de conférences, mais je travaille aussi avec pour la prévention du harcèlement scolaire. Et là, tranquillement, ben, j'arrive sur des projets qui sont plus, on va dire, global sur l'acceptation de son corps et que on peut bouger sans nécessairement avoir une crainte de quoi que ce soit et d'essayer d'être moins cérébral, d'être un peu plus... on a un corps, il faut l'impliquer dans nos actions. Ça veut pas dire de danser, je dis pas juste aux gens de danser, même si c'est une bonne chose, mais c'est juste d'impliquer son corps dans une action. On fait que marcher, s'asseoir, aller au travail. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on fait avec le corps, finalement. Donc, juste se dire, ben, on a des hanches, ils servent à quoi? On a un bassin, il sert à quoi? On a plein de trucs dans le dos, des muscles du dos, mais pourquoi on s'en sert jamais? Donc, c'est plus ça que j'essaie d'apporter aux gens et je pense que de découvrir un peu ce que le corps peut faire, en fait, ça peut nous amener à être plus impliqués, à être plus dans l'action et ça finit à être plus heureux. Ouais, je comprends. Parce que le fait d'être cérébral nous fait trop penser et nous amène des pensées négatives, finalement. Ouais. Et là, il y a plein de gens, donc tu disais, qui ont peur du changement, qui pensent aussi que c'est dur de trouver le bonheur. Toi, tu disais, on pense qu'être heureux, c'est compliqué. Ouais. Toi, comment t'as trouvé le tien? Ben, j'ai lu beaucoup. J'ai lu beaucoup. Et j'ai consulté aussi quand même beaucoup. Mais finalement, pour me rendre compte que le bonheur, en fait, c'est pas compliqué, mais ça demande beaucoup d'efforts. Ça demande quand même beaucoup de travail sur soi parce qu'en fait, la première chose qu'on veut faire, c'est relaxer. Dès qu'on a un peu de temps, on veut relaxer, on a travaillé, c'est bon, on peut maintenant prendre le temps et tout ça. Puis, en fait, tous ces trucs de bonheur, en fait, ça commence dès le matin où est-ce que tu fais le choix d'être un peu plus heureux. Ça veut pas dire d'être complètement heureux, mais si tu fais pas le choix le matin en sortant du lit d'être un peu plus heureux, ben, ta journée va mal aller, c'est à 100% même. C'est presque sûr. Mais au moins, si tu te donnes un petit coup de pied derrière pour te dire bon, ben je vais sourire, je vais mettre de la musique, puis juste de se mettre dans le mouvement. Moi, je fais de la mobilité le matin, juste de s'étirer, juste de faire des trucs avec le corps. Et dès que ton corps est en action, normalement, ta journée, elle va déjà un peu mieux. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font même du sport le matin. Mais si on n'est pas sportif,
On peut juste faire des étirements le matin, ça prend 5 minutes. Ouais. Et, Ou même marcher. Ou même tout marcher. simplement. Et marcher aller au boulot. Moi, j'habite dans le 10e. Je vois les gens qui marchent pour aller au boulot et tout ça. Je suis certain que ça aide. Faire du vélo, tu vois, ça peut aider. Non, mais moi, je fais tout à vélo à Paris. Moi, ça m'a changé la vie. Quand je suis passé du métro à vélo, des fois, je fais 2 heures de vélo, même très souvent par jour, et ça me fait un bien fou. De bouger, d'être au soleil ou non, ça dépend à Paris. Ouais. Mais être en mouvement, ça m'aide beaucoup. En plus des séances de sport. Parce qu'en plus, j'ai appris récemment que le mouvement aidait le cerveau à fonctionner. Il y a un truc qui est connecté, je sais pas exactement c'est quoi, parce que là, je suis pas dans la science, mais par exemple, si tu veux apprendre ou tu veux écouter un podcast, c'est plus... par exemple, écouter ce podcast, mais tu vas le recevoir plus facilement dans le cerveau en marchant, en l'écoutant en marchant. Donc, ceux qui écoutent des podcasts en marchant, c'est la bonne façon de le faire que de s'asseoir et d'écouter. Parce qu'à un moment donné, le cerveau, étant donné qu'il n'est pas en action, il arrête de se concentrer. Ouais. Il va penser à autre chose, il va partir à droite, à gauche. Et c'est comme ça que le cerveau fonctionne. Donc, si on met le corps en action, c'est plus facile de se concentrer, c'est plus facile donc, du coup, se concentrer sur les bonnes choses. Ouais. C'est fou. Et maintenant, depuis pas longtemps, j'écoute pareil des podcasts à la salle de sport, où je fais mon vélo aussi à la salle de sport. Je fais du vélo tout le temps, en fait. et c'est vrai que maintenant que tu le dis, je retiens beaucoup plus que j'écoute que, par exemple, si j'écoute un podcast et je me pose écouter un podcast ou regarder un podcast. C'est vrai que c'est beau, c'est beaucoup plus puissant. Là, j'ai regardé. On a un petit jeu, je sais pas si, mais on a un petit jeu à te proposer. Ouais. Qui s'appelle le meilleur et le pire. OK. Donc en fait, c'est simple. Je vais te poser une question où il y aura le meilleur dedans. Puis après, c'est grosso modo la même question, mais avec le pire dedans. Okay. Donc c'est quoi le meilleur moment de ta vie? Le meilleur moment de ma vie. C'est dur parce qu'il y en a tellement, mais en vrai, je pense que je vais en dire un qui est récent, parce que Burning Man, ça a été un gros truc, tu sais, je l'ai dit tout à l'heure. Je pense que ça a été une grosse révélation pour moi du lâcher prise et le fait qu'on vit dans une société qui est tellement connectée, téléphone, etc. Et de retrouver une communauté, en fait, qui se parle, qui font des activités ensemble et c'est vraiment un gros moment. Mais sinon, c'est sûr que mes victoires, ma grosse finale du championnat du monde, ça je peux dire, du championnat du monde que j'ai fait en représentant la Bulgarie au Canada, ça a été une grosse victoire pour moi, d'avoir quitté le pays et de devoir retourner au Canada pour faire mon championnat du monde et finalement de faire la finale devant mon monde pour juste leur montrer que j'étais capable ailleurs de faire mes résultats. Incroyable. Ça a été un gros moment, ouais. C'est quoi le pire moment de ta vie? Le pire moment de ma vie, c'est quand je me suis rendu compte que mes jours étaient comptés, ouais. Qu'il fallait que je fasse quelque chose. Ça, je pense que ça a été un gros moment. Et ça, je pense que c'était vers 23 ans, quand j'ai commencé à brouiller un peu de trou de noir. C'est quoi ta plus grande peur dans la société actuelle? Ma peur dans la société, c'est qu'on arrête d'avancer, en fait. Là, je trouve qu'on recule sur beaucoup de droits. Il y a des gens qui ont peur du changement et que faut laisser les gens vivre d'une certaine façon. Faut qu'avoir une structure, mais faut laisser les gens vivre, mais en société, pas au détriment des autres. Et ça, j'ai peur que ça arrête. Ouais. Et c'est quoi la peur que tu sous-estimes le plus? La peur que je sous-estime pour moi? Ouais. Je sais pas, c'est dur comme question. Ouais, ça. c'est très dur. Ouais. C'est pour ça que... que je sous-estime le plus... en fait, bizarrement, étant donné que je le vis beaucoup au jour le jour, je pense que pour moi, j'ai toujours cette peur de manquer d'argent. Parce que c'est vrai que je profite, étant donné que toute ma vie, je me suis dit que j'allais en finir un jour. On dit que j'ai toujours ce truc où est-ce que faut que je vive tout le temps le moment présent. Okay. Et c'est vrai que je sous-estime le fait qu'à un moment donné, je vais arrêter de travailler. Il va falloir que j'aille de l'argent pour vivre à ce moment-là. Trop bien. C'est quoi ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, je pense que c'est de pouvoir justement continuer à les réaliser. Parce que je pense que dès que j'ai une passion ou
un truc que j'ai vraiment envie, en fait, je m'organise pour le faire. Donc, c'est pas quelque chose de très précis, mais c'est d'être en forme physique pour pouvoir les faire voilà, tout le temps. Trop bien. Ouais. Magnifique. C'est quoi ton plus grand regret? Mon plus grand regret, je suis pas quelqu'un de nostalgique, tu vois, donc moi, Oui, si tu en as un, bien ouais, sûr. je pense pas trop à les regrets. Non, je peux pas dire parce que je pourrais te dire je regrette tel truc ou de pas avoir réalisé telle chose et tout ça, mais ça fait en sorte qu'aujourd'hui, je travaille exactement dans tout ce que je pourrais regretter. En fait, c'est comme si j'ai pris ce bagage-là et en fait, aujourd'hui, j'en fais justement l'atelier dans ta vie avec. Donc, je peux pas dire que je regrette. Le seul truc que je pourrais dire je regrette, c'est de pas en avoir parlé à mes parents que je subissais du harcèlement plus tôt. Parce que je pense que j'aurais été pris Plus vite en charge. plus vite en charge et je pense que je me serais moins fait subir tout ce que je me suis fait subir. Parce qu'en vrai, je me suis fait subir tout ça. Moi-même, si j'en avais parlé, même à l'adolescence, peu importe à quel moment, je pense qu'on m'aurait pris en main et je pense que j'aurais moins souffert à l'âge adulte. Je comprends. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil qu'on m'a donné, ben en fait, c'était un peu ça. En fait, c'est comme si j'avais pris... mes parents, ils m'ont toujours dit, faut jamais rien manquer, mais faut jamais... c'est pas nécessairement de réserver, mais mes parents, ils m'ont toujours dit, vous n'aurez peut-être pas d'héritage, mais vous allez vivre entièrement de notre argent et toute votre vie. Et c'est toujours un peu ce truc-là que je me suis dit, faut juste pas que je manque d'argent plus tard, mais en fait, il faut que je sois capable de faire au maximum ce que je peux faire aujourd'hui. Et donc, ça voulait dire, la mentalité de mes parents, c'était, faut pas faire et, faut pas faire ou, faut faire et. C'est ça et ça, et ça, et ça. Il faut pas le remplacer par des choses, en fait, ou tu le remplaces par des choses que t'aimes plus ou qui font plus ton affaire, tu vois. Mais il fallait faire ta passion et faire des voyages et aller à l'école et travailler et il n'y avait pas de ou. Et je pense que c'est pour ça que j'avais une grosse charge de travail, mais c'est aussi pour ça aujourd'hui que je me permets de faire tout ce que j'ai envie. Ouais. Ils sont aussi balances, tes parents ou... Non. Scorpion et Lion, mais c'est des bêtes. Et enfin, quel est le pire conseil qu'on t'ait donné? Le pire conseil qu'on m'ait donné? Ouais, ça aussi, c'est dur. Attends, qu'est-ce que j'ai... Il doit en avoir tellement, mais... Ben, c'était pas nécessairement un conseil, mais ouais, qu'on m'a dit que j'allais pas nécessairement faire carrière ici et que... Ouais, on a voulu te descendre comme on quoi a voulu me descendre, que, voilà, c'est ça. que tu n'y arriverais pas. Ouais. Et qu'on m'a... à un certain moment, même, on m'a empêché d'avoir mon visa et tout ça. Et donc, du coup, je me suis battu pour l'avoir. Et je suis content, Ouais, finalement. belle victoire. C'est ça qui a dû te forger aussi mentalement Ouais. et qui te pousse à faire plein de choses et de les faire à fond. Bizarrement, malgré tout ça, je pense que ce que j'ai toujours été capable de garder, c'est mon intuition. Mon intuition, elle est assez bonne chez les gens. Et même si des fois, je travaille avec des gens que je j'ai pas les mêmes opinions, etc., je sais que des fois, c'est des bonnes personnes ou des mauvaises personnes. Je le ressens très rapidement. Et par rapport à moi, c'est pour ça que j'ai pas trop de regrets ou de nostalgie, parce que je me dis que ça fait partie de ce que je ressentais à ce moment-là. Et en fait, c'est pour ça que je suis allé dans cette direction-là. Et mon intuition, elle est assez bonne en général. Je fais beaucoup confiance à la vie, mais je pense que ça me prend du temps de prendre des décisions, justement parce que j'essaie de comprendre qu'est-ce qui serait le mieux pour moi. Et mon intuition, normalement, elle est pas mal. Donc, quand je tiens tête, c'est parce que je sais que c'est la bonne direction à aller. Trop bien, incroyable. Et tu voulais peut-être... Non, mais après, on peut avancer plutôt sur les actions que toi, tu mets en place aujourd'hui pour justement le harcèlement, toutes ces choses-là. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Par exemple, tu parlais de Danse ta vie. Ouais. J'ai commencé déjà à faire les conférences sur le harcèlement scolaire il y a un petit bout et je me suis rendu compte que j'aimais ça.
que c'était gratifiant, mais en même temps que je voyais vraiment que je pouvais aider les gens. Sauf que les conférences, ça allait, mais des ateliers sur le harcèlement scolaire, des fois, ça bouscule énormément. Et je voulais pas faire le psy, en fait. Je voulais pas faire pleurer les gens parce qu'au début, c'était très lourd au niveau des émotions. Donc, c'est pour ça que là, j'ai essayé de transférer les choses sur, justement, essayez de vivre vos émotions. Essayez ça, donc j'ai fait danse avec tes émotions. Essayez de juste essayer à travers le mouvement, c'est quoi être triste, c'est quoi être heureux. Et en fait, si on comprend nos émotions, en fait, on est plus empathique avec les autres. Tu vois, il y avait tout ce truc-là. Mais là, c'était un peu trop niché. Donc, du coup, je suis arrivé avec un entre-deux où est-ce que Danse ta vie, c'est un mélange entre comment on peut avoir confiance avec son corps, lâcher prise, laisser aller, avoir plus d'estime, que c'est normal de ne pas avoir confiance dans la vie, mais en tout cas, juste de pouvoir accepter qui on est avec le corps qu'on a. Parce qu'aujourd'hui, des fois, avec tout Instagram, toutes On se compare beaucoup. On se compare beaucoup, on est beaucoup... De toute façon, l'humain est dans la comparaison continuellement. Donc, si on peut au moins juste accepter qui on est au moment présent et se dire, ben, après ça, avec ce corps-là, ben, je suis obligé de fonctionner parce que c'est le seul que je vais avoir. Donc pouvoir essayer de fonctionner, de qu'est-ce que je peux faire, retourner à la découverte, parce que si on est juste contraint, ben en fait, on va être contraint toute notre vie. Alors du coup, c'est pour ça que je redis encore, faut aller au maximum de nos capacités, sinon ça sert à quoi d'avoir vécu cette vie-là si on n'essaye pas tout ce qu'on aurait pu essayer. Je veux ton niveau de danse. Allez. Non, vous avez montré aussi aux gens que danser, c'est pas juste danser à l'opéra ou danser sur Danse avec les stars. On a les bons exemples sur Danse avec les stars. En 4 jours, on leur fait faire une chorégraphie. Tout le monde est capable de danser. Donc à sa manière, il y en a qui vont être moins doués que d'autres et c'est pas grave. Juste d'être capable de dire, ben, je suis capable de bouger dans le mouvement, etc. Chez moi, sur de la musique. Si tu peux bouger des épaules, tu peux bouger tout le corps. Donc, c'est ça aussi que je veux montrer, que danser, c'est pas danser parfaitement, c'est juste s'amuser et voilà, se mettre en action, quoi. Est-ce que d'une part, tu es éduqué aussi à travers les conférences ou même dans ta vie, etc., sur les questions de sexualité? Ou pas forcément? Alors, je l'implique pas encore. En fait, sur éventuellement, quand je ferai des vrais séminaires, parce que le but dans ta vie, c'est j'aimerais faire une journée entière pas nécessairement de danse, mais de plein de choses, en fait, qui sont en lien avec l'acceptation, le lâcher prise et tout ça. Et à ce moment-là, on pourra peut-être en parler. Pour l'instant, c'est trop globalisé et il y a une grosse partie des gens encore qui me relient beaucoup à Danse avec les stars, donc qui veulent avoir le côté divertissement. Donc, tant que je suis pas encore complètement dans le bien-être, je peux pas trop... faut que je sois très général, en fait, dans ce que je donne comme information. Donc, c'est pour ça que je suis plus, on va dire... sur la routine du bonheur ou la quête du bonheur et c'est quoi être heureux. Et même juste de se poser la question à soi-même, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour être heureux et est-ce que je suis heureux? Tu sais, des fois, est-ce que ça va? Tu peux te poser la question à chaque jour, est-ce que je vais bien? Puis tu te réponds toi-même, quoi. Ouais. Et déjà, ça... Même si tu vas pas bien, au moins, tu mets un marqueur sur ce qui va pas bien et à ce moment-là, ben, ça t'aide à trouver des solutions. Il y a un très très bon exercice pour ça, de journaling tous les dimanches, que moi j'ai appelé les graines de la semaine. Tous les dimanches, je note sur 5 ma santé mentale, ma santé physique, ma santé sociale, mon travail, ma fierté personnelle et mon alignement perso. Ah, wow. Et je note tout ça tous les dimanches. Et après, ça permet d'avoir une moyenne. Et après, je note aussi ce que j'ai fait dans la semaine. Et en fait, tu as de la moyenne générale. Ouais. Et après, ma pire semaine, qu'est-ce que j'ai fait durant ma pire semaine pour m'amener à cette note-là. Et ça permet de s'améliorer continuellement. Et ça, c'est hyper puissant. Sur noter les différents éléments et après chercher à savoir pourquoi. C'est pas juste noter pour noter. Ouais. C'est vraiment chercher à savoir comment je peux continuellement m'améliorer du dev perso, en fait. Ben, en fait, il y avait même, tu sais, je lis beaucoup Mel Robbins, j'écoute beaucoup, c'est des podcasts en anglais, mais qui est génial. Là, je savais qu'il a sorti un autre livre qui s'appelle Let Them, ça veut dire, il faut laisser les gens, leurs émotions, c'est à eux, c'est pas à toi. Et elle avait aussi, attends, j'ai perdu le fil. Melzem, l'animal. C'est ça. Elle disait,
c'est comme un GPS, par exemple. Sur ton GPS, pour aller quelque part, en fait, tu vas dire à quelle position tu es maintenant. Et en fait, on fait jamais l'état de position de où on est maintenant. On veut juste aller quelque part. On va dire, OK, je veux ça. OK, mais là, t'es où? Et tant que tu sais pas t'es où, ben, tu peux pas trouver le chemin pour aller où tu veux aller. Et ça, c'est hyper important, c'est qu'on fait jamais le constat de OK, ben là, est-ce que je vais bien? C'est quoi ma situation financière? Est-ce que je fais exactement ce que je voulais dans la vie? Et après ça, tu peux dire, OK, ben là, je veux aller là. Et en fait, c'est quoi le chemin que je dois tracer pour aller à ce moment-là? En fait, on fait pas d'état de situation. C'est très rare qu'on fait des états de situation. Et c'est vrai que c'est hyper important de le faire, ouais. Introspection, hyper important. Ouais. Ouais, vraiment incroyable. Trop bien. Non, enfin, je suis bouche bée, moi, non, mais ouais, non, et puis même, surtout, je trouve, enfin, moi, un de mes rêves, vraiment, et on en parlait très vaguement tout à l'heure, mais c'est que, notamment, que ce soit, comme on disait, la danse ou en global, c'est que notamment que les mecs puissent affirmer vraiment leur côté tous féminin. Ouais. Et je pense qu'il y a un vrai sujet à faire, que ce soit dans des conférences, de la sensibilisation, etc., dans le sens où moi, pertinemment, depuis que j'assume mon côté féminin, que je pense que tous les mecs ont, peu importe, pas du tout en rapport avec la sexualité, vraiment rien à voir. Puis finalement, après, derrière, libérer des émotions, libérer des actions, libérer plein de choses. Et pour moi, c'est un de mes plus gros secrets que, du coup, que j'ai réussi à capter. Parce que du coup, au début, moi, j'étais harcelé scolaire aussi, notamment via ça. Donc, je le prenais vraiment comme quelque chose de très néfaste. Et en fait, plus j'avance, plus je le vois, même à travers les autres, où je vois que des fois, ils se bloquent, qui sont pas à l'aise avec leurs émotions, etc. C'est parce qu'en fait, ils mettent pas en avant finalement leur côté féminin. Ouais. Et sauf que je pense que l'aspect féminin, en tout cas chez les mecs, ont un vrai pouvoir, que ce soit, donc comme je disais, les émotions, les projets, en fait tout, toute la vie. Et je pense qu'il y a un vrai truc à travailler là-dedans et qui est tellement puissant. Mais c'est beaucoup lié aux émotions, en vrai, parce que même quand je le fais je fais des exercices, là, ils ont fait des cours d'empathie pour les enfants, et je me dis, mais le cours d'empathie, en fait, il faut que ça passe de donner la chance aux enfants de vivre leurs émotions. On les empêche de pleurer, on les empêche de rire, on les empêche d'être amoureux, on les empêche de... Et en fait, à un moment donné, si tu les empêches de vivre des émotions, tu peux pas leur demander d'être empathique. Je veux dire, c'est contradictoire. Pour être empathique, tu dois comprendre tes émotions pour comprendre les émotions des autres. Donc, si tu sais pas c'est quoi tes émotions, tu sais pas faire une liste des émotions, en fait, tu peux pas savoir ce que l'autre vit. Et donc, du coup, c'est impossible. Ça arrive, c'est complètement en contradiction. C'est pas que le truc est pas bien. C'est une bonne idée. C'est une super idée de faire des cours d'empathie, mais il faut leur donner la chance de pouvoir vivre des émotions normalement et de pas se faire restreindre tout le temps, en fait, quand t'es gamin. Et donc, du coup, je pense que ça part de là. Donc, c'est très drôle parce que j'ai un exercice, justement, ils ont 9 à 11 ans. Et je leur dis pas qu'ils vont danser. Je dis jamais le mot danse. C'est ma première règle, même avec les professeurs. Je ne suis, on peut dire que je suis danseur, mais jamais dans tous les ateliers que je vais faire, je vais dire le mot danse. À la fin, toute fin, j'ai une activité pour justement les libérer du corps. Et en fait, je leur dis qu'est-ce qu'on peut faire avec la tête. Et en fait, ça vient d'eux, hein. Ils me disent qu'est-ce qu'on peut faire avec la tête. On met de musique, on fait une genre de chorégraphie sur la tête, avec la tête. Même chose avec les bras, même chose avec les pieds, même chose avec le corps. Et du coup, ça devient un jeu. Et au fur et à mesure, à la fin, je mélange des trucs. On fait la poule avec des bras, tu vois, plein de trucs, en fait, qui font ni queue ni tête. Et donc, du coup, ça fait rigoler parce que on le fait en musique, c'est drôle. Et donc, à la fin, ça dure à peu près 15 minutes, où est-ce que 100% des gens, après même 20 secondes que j'ai commencé, parce qu'étant donné que tout le monde rigole, tout le monde participe, je peux faire 10 à 15 minutes. Après 15 minutes, je leur dis, et puis bon, qu'est-ce qu'on vient de faire? Donc, du coup, tout le monde me dit un peu n'importe quoi parce qu'ils disent, ouais, on a rigolé, ouais, on s'est fait ça, on a fait truc. Non, je dis, non, on a dansé. On a dansé et la réaction, surtout des garçons qui réalisent qu'ils viennent de danser pendant 15 minutes, est assez perturbante. Parce que tu te rends compte, parce que souvent, c'est eux-mêmes qui ont le plus de mouvements parce que souvent, c'est des mouvements de sport qu'ils vont te donner. Et donc, du coup, ça veut dire que leurs mouvements de sport, tu les as mis sur de la musique et ça devient de la danse. Et là, tout d'un coup, ça devient une problématique. Et ça, je me dis, là, il y a un problème. Parce qu'ils savaient pas qu'ils dansaient. Et juste le mot danse, ça veut dire que leurs parents, ou en tout cas quelqu'un adulte, leur a dit que la danse, c'était pas possible pour les garçons. Et ça les bloque. Et ça les bloque. Okay. Et c'est là que je me rends compte que faut faire un travail avec les enfants, mais il faut faire surtout un travail avec les adultes. Ouais.
Et c'est là C'est le nerf de la guerre. Pour l'éducation. L'éducation à faire pour les adultes, que les enfants ont le droit d'être qui ils veulent, et ça ne veut pas dire en fait qu'ils vont être contraints à une sexualité. On met tout, on relie tout à la sexualité, alors que ça n'aurait pas de lieu d'être en fait. Ça, c'est une action qu'on pourrait mettre en place. Tu parlais aussi des cours d'empathie dans les écoles. Ouais. Qu'est-ce qui, selon toi, manque aujourd'hui dans notre société pour lutter contre le harcèlement? C'est compliqué parce que le harcèlement, puisque je travaille dans les écoles, en tout cas, c'est des très bonnes écoles dans lesquelles je travaille. Ils font vraiment un effort pour pouvoir repérer ça. Ouais, je sais pas trop en fait. En vrai, il y a des bonnes solutions qui sont déjà prises, mais je pense qu'il faut que ça soit assez généralisé, parce qu'il y a beaucoup d'écoles. Moi, je suis déjà allé dans des écoles où est-ce que on est en début de saison, on a un début d'année scolaire et que les professeurs ils gueulent déjà, ça n'a pas de sens. Tu vois, on peut pas. Faut avoir déjà une inclusion dans le niveau dans la classe. Mais s'il y a déjà le professeur est déjà dans le respect, déjà dans essayer d'unifier tout le monde, essayer de leur faire des activités de groupe et tout ça. Souvent, c'est parce que ça se passe dans la cour d'école. Et souvent, le problème, c'est les parents, en fait, qui vont être... Et bizarrement, je fais aussi des sessions pour les parents. Et les parents que je reçois, c'est des parents d'enfants harcelés. Jamais, en fait, j'ai des parents qui sont là juste pour information. Et c'est là qui est probablement la problématique. Ouais. C'est que eux, probablement qu'ils ont des tempéraments d'harceleurs, malheureusement, et que l'enfant, il va voir et qu'il va répéter à l'école. Et c'est là que c'est cette roue-là, en fait, qu'il faut travailler. Ouais. Travailler avec les parents avant d'aller travailler avec les enfants, parce que c'est eux qui vont les éduquer. Ouais. Et puis après, Puis après, petit à petit, on fera le travail. Et puis après, les jeunes seront éduqués, ils deviendront plus âgés. Et après, Et puis surtout vertueux. surtout que les enfants après ne répètent pas les comportements même de leurs parents. C'est surtout ça. De leur Après, faire c'est une comprendre, en question tout cas, que c'est des comportements en fait qui sont interdits, et que même si c'est leurs parents qui le font, en fait, c'est d'inclure le parent. Ouais. C'est d'inclure le parent. Et s'il n'est pas présent, c'est d'essayer de faire comprendre à l'enfant que c'est des comportements que peut-être les adultes ils vont avoir, mais que tu ne devrais pas avoir. Et c'est là qui est... Ouais. Peut-être qu'il serait un peu important, mais bon, on n'est pas là encore. Ouais. Il y a des vrais sujets. Mais pour conclure, est-ce que tu aurais un mot à dire, un message à transmettre? Qu'est-ce que j'aurais à dire? En fait, faites-vous plaisir, quoi. Faut se faire plaisir. Faut vivre nos passions. Puis c'est pas, même si on n'a pas d'argent, en fait, on peut juste, si se faire plaisir, c'est de manger une glace. Fais-toi plaisir, manger une glace. En fait, c'est juste c'est pas d'être toujours contraint, en fait, à faire juste les mêmes choses. Et se faire plaisir, c'est faire des nouvelles choses aussi. C'est d'apprendre des nouvelles choses, c'est de continuer à lire, à écouter des podcasts, et pas juste regarder des séries, même si je regarde beaucoup de séries, mais de varier, de changer, et de continuer de vivre ses passions, d'apprendre, de se faire plaisir, de voyager. Tu vois, De pas trop se mettre de barrières à nous-mêmes. Voilà, parce que c'est finalement, ça. on devient souvent vite aussi notre pire ennemi. Parce que les peurs, elles sont fausses. Hein? Toutes nos peurs, c'est des fausses croyances. Oui, Donc, en sachant ça, des fois, on peut aller justement un peu plus loin et voilà, se faire plaisir, quoi. Trop bien. Mais merci beaucoup pour l'échange, Christian. Merci à vous. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Instagram surtout, Christian. Non, c'est Semillette Dancer. Et puis voilà, s'il y en a qui sont intéressés pour avoir Danse ta vie, il y a un petit clip. Il y a un petit clip. Et si jamais vous voulez même m'aider avec les organisations et tout ça, en fait, j'ai un mail sur mon Instagram. Donc, Ok, on va les donner de la force. Très bien. En tout cas, merci beaucoup pour ton Super. partage. Merci. On vous le rappelle, un nouvel épisode sort tous les 1er et 15 du mois en cours, que ce soit sur YouTube, sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. Donc vraiment, pensez à liker, partager, commenter cette vidéo, ça nous donne énormément de force. Et on s'engage en recevant cette force à vous proposer du contenu d'encore meilleure qualité avec des invités toujours plus inspirants. Et ça, on vous le partagera dans Sous les apparences. Merci d'avoir suivi cet épisode. On vous dit à très vite. Prenez soin de vous. Ciao.